L'IA est sans doute la plus grande évolution et révolution que nous avons dans notre monde moderne. La semaine dernière, je t'avais dit que l'IA, l'intelligence artificielle, pouvait te faire gagner jusqu'à 20% de ton temps. Alors aujourd'hui, je vais te montrer comment gagner du temps, comment réduire tes erreurs, comment automatiser, mais aussi comment améliorer tes leads grâce à l'intelligence artificielle. Mais au final, tout ça, ça se base sur une seule et unique chose, la structuration de ta base de données. Si tes données sont mal structurées, si tout est mal organisé, jamais tu ne pourras réussir à avoir un gain de temps, une automatisation accrue, des meilleurs leads par exemple, automatiser tes process qui te font perdre beaucoup de temps et vraisemblablement pas mal d'argent au quotidien. Donc on va voir tout ça petit à petit. Déjà, je vais juste te faire un petit rappel de ce qui est très important. Aujourd'hui, une base de données, c'est pas simplement avoir quelques posts LinkedIn, par exemple, on va se concentrer sur ça, pour le ghostwriting, admettons. Avoir quelques posts LinkedIn dans ta base de données, on va dire 50 posts LinkedIn, ça ne servira à rien. Il faut au moins 1000 posts LinkedIn. On va dire ça commence à devenir intéressant à partir de là. 10 000 posts, on commence à entrer sur des systèmes et des volumes de données qui sont suffisants, en tout cas pour quelques méthodes de rédaction qui vont être supervisées de toute façon par toi, pour avoir un bon entraînement et des résultats qui sont fiables et viables surtout, qui te permettront de bien performer. Alors aujourd'hui, je vais te montrer d'une certaine manière comment structurer les données qui proviennent de ton pipeline, tu vois, de tes outils CRM par exemple, de prospection et autres. Même si tu fais du scrapping, ça va être un peu un exemple qu'on va prendre aujourd'hui sur du scrapping de données. On va voir un petit peu, avoir peut-être une réflexion sur le cadre légal, mais c'est plus, je te renvoie par rapport à ça, à la réflexion qu'on a eue la semaine dernière sur le cadre légal, la gestion de données, la transparence, etc. Et aussi l'impact environnemental. Je vais te proposer une petite réflexion en quelques minutes sur la considération écologique de la gestion des bases de données. Parce que ça reste quand même très polluant, surtout les requêtes API. Et enfin, je vais te montrer, de manière globale, comment bien exporter ta base de données et l'incrémenter dans ton GPT de façon efficace et pertinente. T'es prêt? On commence. Alors, voilà, comme je t'ai dit, on se base juste sur une base de données qui va te permettre d'automatiser ou du moins de gagner du temps en productivité pour ta rédaction de contenu sur LinkedIn. Alors voilà, ça c'est la base de données que je te propose, avec un ID, des dates, la catégorie, les sujets, les types de posts, contenu, longueur, le ton rédactionnel, la classification des posts, est-ce qu'ils sont bien, pas bien, est-ce qu'ils ont fonctionné ou pas. On verra tout ça après de toute façon. L'engagement en pourcentage, donc toutes les données qui sont en lien avec l'engagement, l'impression, les commentaires, etc. Le hook. Les CTA, est-ce qu'il y en a ou pas? Les mentions, est-ce que tu as mentionné quelqu'un? Est-ce que tu as fait une collaboration avec une marque? Les hashtags utilisés, les mots-clés. Tout ça sont des éléments qui permettent de comprendre la performance d'un poste. Alors là, on n'est pas que dans la simple statistique, mais évidemment, on va avoir besoin de tout ça. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que toute base de données résonne sur un concept simple, la normalisation des contenus. Donc quand vous allez parler de date, elle devra être formatée toujours sous le même format. Les ID devront toujours respecter la même règle, etc., etc. Quand vous avez des pourcentages, ne mettez pas des pourcentages à des moments et des 0, à d'autres. Tout doit être très codifié et normalisé. C'est essentiel parce que vous devez mâcher le travail à l'intelligence artificielle et lui empêcher de réfléchir ou du moins lui éviter toute réflexion pour comprendre les données que vous lui fournissez. C'est là où des sources d'erreurs, des pieds peuvent apparaître. On l'a vu ça la semaine dernière. Alors voilà, une base de données qui n'est pas efficace, ça peut être celle-là. Par exemple, j'ai juste scrappé quelques posts sur Internet, des posts LinkedIn d'ailleurs, pour vous montrer à quoi ça ressemble quand c'est très mal structuré. Voilà, donc ça, c'est juste des posts qui sont alignés. Tous sont condensés d'ailleurs dans la même ligne en fonction de chaque créateur. Je crois que j'avais pris une petite vingtaine de créateurs. Voilà, donc pour scraper, il y a Brick Data, par exemple, qui permet donc d'avoir des données qui sont exportées en CVS. Tu vois, voilà, j'ai même oublié d'enlever ma note en dessous. Donc les CVS, en fait, à la base, soit vous donnez un fichier qui va vous permettre de structurer, mais sinon, regardez juste en bas, il y a Add Input, donc c'est juste pour pouvoir ajouter de nouveaux comptes. Vous allez dire définir une date de début et de fin pour le scrapping par rapport à vos postes que vous voulez sélectionner, et ça va vous donner plein d'informations. Les postes, les performances, le nombre de... Enfin, performance, attention, vous n'avez pas accès aux impressions des profils qui ne sont pas en lien avec vous, mais vous pouvez avoir le nombre de commentaires, de likes, de partages. Tout ça sont des données essentielles pour la compréhension des performances, par exemple. Donc vous pouvez peut-être extrapoler certaines impressions, bien que les impressions parfois sont relativement creuses, parce qu'ici on cherche à générer du lead, et le lead vient surtout de l'engagement, qu'on peut avoir un engagement qui est bien plus sérieux qu'une simple impression.
Voilà, donc pour scraper, une fois que vous avez sélectionné vos profils et entré vos inputs, vous avez juste à lancer le scrapping et cela va prendre quelques minutes. Attention, vous l'avez vu tout à l'heure, vous allez être facturé en fonction du temps de scrapping, c'est quelques centimes à chaque fois. Donc voilà, maintenant, pour faciliter tout ça, la lisibilité, j'ai voulu prendre des contenus plus courts et donc j'ai généré une base de données directement avec ChatGPT, GPT, qui a généré en gros 10 000 contenus, 10 000 lignes différentes. Voilà, maintenant on va essayer de bien annoter tout ça. Alors, quand on regarde le contenu, on va essayer de lui demander le nombre de caractères. Ça sera déjà une bonne chose. Parce que peut-être que les posts courts fonctionnent mieux que les posts longs, mais pour éviter toute problématique de gestion et de compréhension, est-ce qu'un post long pour ChatGPT, si vous lui demandez un post long aujourd'hui, peut-être que ça sera 200 caractères. Mais si vous lui demandez demain, peut-être que ça sera 500 caractères. Donc, pour avoir une certaine uniformité, nous allons juste nous concentrer sur le nombre de caractères et lui donner directement, plutôt que de lui laisser deviner et analyser à chaque fois, gagner du temps de calcul et limiter l'arrivée et l'émergence de biais dans sa compréhension des sujets. Donc là, voilà, avec cette simple formule-là, un nombre caractères, vous allez pouvoir définir donc, le nombre de caractères que voici, les nombres de caractères qui sont contenus à chaque fois. Après, on peut aller un peu plus loin, on va essayer d'avoir les engagements. Alors, petite parenthèse, vous allez voir que le nombre de commentaires, etc. change parce que c'est simplement une fonction aléatoire que j'ai appliquée. Donc, à chaque actualisation, les valeurs changent. Mais dans votre cas, ce ne sera pas le cas, ce sera des valeurs fixes. Alors, pour calculer l'engagement, on va simplement essayer de voir le rapport entre les commentaires, les partages, les réactions par rapport au nombre d'impressions et les exprimer en pourcentage. C'est quelque chose d'essentiel. Et d'ailleurs, c'est ça qui va vous permettre après d'établir la performance du contenu. On en reparlera juste après. Regardez, la classification du post, c'est ça dont je parlais. La classification du post, c'est savoir si un post, par exemple, est un performeur, un flop ou un basique. Vous allez définir à votre échelle, comme vous le souhaitez, chaque post. Par exemple, dans ce cas-là, tout ce qui est en dessous de 5% sont des flops en termes d'engagement, en pourcentage. Tout ce qui est aux alentours des 10% sont des basiques, inférieurs ou égal à 10%. Mais tout ce qui va être au-dessus de 10% est considéré comme des posts performeurs. Donc en faisant ça, vous allez pouvoir montrer à ChatGPT que les posts qui sont performeurs sont ceux qui vous apportent le plus d'intérêt, qui sont ceux qui marchent le mieux. Parce qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas cette annotation-là, qu'est-ce qui dit à ChatGPT qu'un post qui performe est un post qui a un haut engagement? Ça, c'est dans votre considération, dans vos exemples. Voilà, maintenant c'est noté. Alors, vous donnez le plus de chances possible à ChatGPT d'apprendre quels sont les éléments clés qui font que ces postes-là sont des performeurs et quels sont ceux qui font que les autres postes sont des flops, par exemple. Donc vous allez l'apprendre à reproduire les performances, mais surtout à éviter les flops. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Il ne faut pas simplement l'entraîner à faire au mieux, mais à comprendre le pire pour ne jamais le reproduire, ou pour ne pas tomber dedans par inadvertance. Il faut comprendre l'ensemble des règles du jeu, là où est-ce que j'ai le droit d'aller, et là où je ne dois pas aller. C'est très important. Maintenant, on va avoir un autre problème important dans la structuration des bases de données, les vides. Chaque élément vide doit être comblé, c'est obligatoire. Alors, je nuance un petit peu parce que parfois, quand on va les exporter, certains sites, certains converteurs permettent de remplir les blancs avec plus ou moins d'exactitude. Mais quand on ne le fait pas, en fait, ça va repasser à la ligne du dessus, donc la base de données risque d'être mal structurée. Et parfois, on peut se retrouver avec, par exemple, ici des hashtags qui vont se retrouver dans les non mentionnés. Donc ça serait un peu problématique pour la bonne compréhension et la bonne lisibilité de la base de données par l'intelligence artificielle. Donc comment on va faire pour remplir ça? C'est assez basique, vous mettez sur le côté du tableau, dans des espaces vides, et vous allez juste entrer cette formule avec les endroits où vous voulez remplir les vides. Donc en gros, c'est une formule si la cellule est vide, alors vous la remplacez par nul NU2L. Pourquoi cette formulation-là? Simplement parce que c'est la formulation la plus utilisée quand il y a des blancs en base de données. Donc comme ça, c'est le langage que ChatGPT va comprendre et il saura quoi faire avec cette information-là. Il comprendra qu'il n'y a rien à exploiter ici. Autrement, ici, vous laissez la cellule telle qu'elle est. Et donc, une fois que vous avez généré tout ça, vous pouvez la coller. Alors comment on fait pour la transposer, puisque ce n'est pas exactement le même tableau? Simplement, vous sélectionnez votre zone et vous faites un collage spécial de valeurs. Comme ça, vous ne collez pas les formules, mais vous collez uniquement les résultats. Ça, c'est assez important. Ça prendra que quelques secondes. N'ayez pas trop peur pour ça. Là, vous voyez sur l'exemple que les CTA en texte ont encore des blancs. Donc, n'en faites pas, c'était une erreur de ma part au moment où j'ai fait la capture d'écran. Tout a été réglé depuis. Et donc, voilà, votre base de données est
totalement remplie, c'est pas ça qui va beaucoup l'alourdir. Ça, c'est quelque chose d'assez important. Et maintenant, on va se concentrer. Je suis désolé, ça va un petit peu vite, mais on se concentre aussi sur le ton. Le ton, c'est quand même quelque chose d'essentiel pour savoir comment est-ce que vous avez rédigé. Alors évidemment, on ne va pas dire de manière détaillée comme si nous on exprimait le ton rédactionnel comme si on était un humain en fait, avec un peu plus de nuances, plus de romance parfois. On va essayer d'aller au-delà de tout ça. On va utiliser ChatGPT. On va créer même un projet sur GPT. Je ne sais pas si vous utilisez beaucoup ça, mais vous allez voir dans les prochaines masterclass que les projets GPT sont vraiment des mines d'or et c'est quelque chose de très intéressant pour classifier un domaine d'expertise quand on en a besoin. Moi j'en ai un peu pour tout. Donc voilà, on crée ce modèle d'évaluation, enfin ce projet que moi j'ai appelé modèle d'évaluation, et on va ajouter des instructions. Les instructions, elles sont juste là, mais moi je les ai mises en commentaire pour te faciliter le travail, il y a juste à copier-coller. Les instructions, ici, c'est ce qui permet donc d'une part de donner du contexte, mais aussi d'expliquer le raisonnement attendu. Donc dans le contexte, je vous laisse le lire, mais globalement, on définit simplement 3 catégories, positif, neutre, négatif. C'est un peu l'idée de base, mais on va aller encore plus loin avec la gestion de l'ambiguïté. Et c'est ce qui est écrit en dessous dans les sources scientifiques. En fait, par là, on va réussir à lui donner plusieurs règles d'analyse sémantique, des règles de pondération, savoir comprendre et analyser, donner des poids à chaque terme pour déduire un classement, une catégorie bien précise. Et cette catégorie-là, la voilà. Là, il va nous donner un échantillonnage global. Pour l'exemple, je vais donner que 41 textes, vous voyez, pour chacun des 41 textes. Et en fait, il va attribuer des scores à chaque fois, en fonction de la probabilité que le texte soit positif, neutre ou négatif. Et après, un score de confiance sur la droite, tout au bout à droite, au fond à droite. C'est le score qui va nous permettre de dire est-ce que oui, c'est positif ou pas. Au-delà de 60%, on peut considérer que ça reste relativement positif. Sa dominance, en tout cas, positif, cette formulation. Donc, par exemple, pour le premier texte, retour d'expérience, hier, j'ai appris une leçon essentielle. À 61% des cas, visiblement, ça semble être une formulation positive. Mais en revanche, par exemple, dans le cas 3, il y a une certaine ambiguïté. Parce que le lancement de projet, ce que personne ne vous dit sûr. Bon, est-ce que ça va être positif? Pour l'instant, sur cette accroche-là, il faudrait bien plus de contexte pour pouvoir savoir. Moi, comme vous le savez, c'est des bases de données très courtes, des générations avec quelques mots que j'ai mis seulement. Donc là, évidemment, ça crée plus d'incertitude. Mais là, vu que les scores sont tous relativement similaires, on est sur de l'ambiguïté avec un score de confiance très faible. Donc, on est certain de l'ambiguïté dans ce cas-là. Après, il reste à se poser des questions, savoir quels sont les postes qui performent le mieux, etc. Donc là, une fois qu'on a tout ça, on va pouvoir le coller dans notre base de données. Donc on aura une base de données totalement complète, avec des ID pour retracer chaque poste. On va pouvoir questionner l'IA pour savoir quels sont les postes qui fonctionnent, quels sont ceux qui ne fonctionnent pas en fonction des ID, pour les retrouver facilement, savoir la bonne longueur à avoir, etc. Mais pour faire ça, écoutez, regardez, ça va être très simple. On retourne on va sur un site internet pour l'exporter. Moi, je vous propose TableConvert qui est gratuit. Vous allez simplement charger votre Excel. Vous pouvez le visualiser juste en dessous, justement, voir s'il est encore bien structuré via l'interface web, et pouvoir l'exporter en format JSON. Pas besoin d'utiliser d'autres paramètres parce que vous pouvez sélectionner d'autres Warper, mais là, juste comme ça suffira. Exportez-le, regardez bien que tout est bien aligné. Justement, le rôle de ce nul, regardez, c'était à texte. Là, dans cet exemple-là, il n'y a pas écrit nul parce que l'outil comprend que c'est un espace vide et il le remplace par sa propre matrix. C'est très important de bien structurer vos données. Et une fois que ça c'est fait, vous l'avez exporté, vous pouvez aller sur Data Analyst. Ça, c'est un GPT qui est proposé par ChatGPT totalement gratuitement. Cet outil-là va permettre donc, comme c'est écrit, de visualiser vos données et de vous aider dans la structuration de celle-ci. Donc là, vous pouvez charger votre base de données et dire alors qu'est-ce que tu comprends de cette base de données? Quels sont les éléments clés, les règles clés, les conclusions que tu tires? Regarde cette base de données. Et donc cela vous permettra sans doute d'avoir une analyse rapide et concrète, fiable même, de chacune de ces données. Un poste performant est un poste qui utilise à dominante, par exemple, un ton rédactionnel qui va être ambigu, qui va être neutre, qui va être positif. Voilà, peu importe. Avec 55 caractères, qui sait. Voilà, tout dépendra de votre échantillon de référence et de votre style, etc. Au moins, grâce à ça, vous allez pouvoir comprendre les règles qui vont dicter en fait les instructions de votre futur GPT. Cette base de données-là, vous allez pouvoir la coller, la donner dans un GPT pour enrichir en fait votre base de données et votre processus d'automatisation.
Grâce à ça, vous allez avoir beaucoup de données, avoir des règles très claires et des instructions très claires à donner à GPT pour qu'il puisse vous aider quotidiennement, ou presque, à rédiger vos posts LinkedIn, à performer, à avoir les posts les plus performants quotidiennement, à avoir une analyse très précise de ce qui se passe, une bonne compréhension des tendances, parce que vous allez avoir un retour immédiat à chaque fois. Il suffit simplement de scraper quotidiennement les données et de mettre à jour votre base de données. Il n'y a rien de plus simple. Vous pouvez même essayer de faire des prévisions sur quel poste va performer ou pas. Écrivez, passez-le dans votre GPTs, et enfin dans votre base de données, essayez d'extrapoler les tendances et voyez. C'est très simple et c'est très performant, croyez-moi. Maintenant, je vous propose d'aller un tout petit peu plus loin. On va essayer de parler de l'impact environnemental. Vous savez, aujourd'hui, les IA soulèvent beaucoup de questions sur la gestion des données, évidemment, mais ça, pour ça, je vous renvoie au premier épisode. Mais au-delà de tout ça, c'est l'impact environnemental. Pourquoi? Collecter des données demande beaucoup d'énergie. Les centres de données, etc., c'est très énergivore. Donc, il est très important d'avoir, et en même temps aussi, pardon, je fais une petite parenthèse, mais le fait même de solliciter une API, d'envoyer un message, égale des données collectées, archivées, et donc génère une pollution en externalité. Donc, quand vous avez votre base de données, faites en sorte de bien la structurer. Faites en sorte que tout soit clair. Et comme ça, vous évitez d'avoir trop d'itérations, trop de tests, d'avoir des données qui ne servent à rien. Ayez des données qui sont vraiment pertinentes, raffinez au maximum vos informations, et faites en sorte de bien structurer pour limiter les tirs dans le vide, qui ne vont pas être productifs. Et dans ce cas-là, évidemment, ça ne changera pas tout, mais au moins vous pourrez avoir une approche qui va être la plus éthique et la plus responsable possible de vos actions avec l'intelligence artificielle. Si ces sujets-là t'intéressent, je te propose d'aller voir ma newsletter qui est juste là, hop, comme ça, ma newsletter dans laquelle je parle justement d'environnement, d'intelligence artificielle, de comment l'IA peut nous aider dans cette gestion de la base de données et plein d'autres choses. Je te donne même gratuitement des prompts qui vont être très intéressants pour toi, pour ton automatisation de rédaction. Mais si tu veux aller encore plus loin et gagner jusqu'à 20% de ton temps quotidiennement, je t'invite à réserver ton coaching, hop, juste là, avec moi. Ça coûte pas très cher. Je te fais même une offre, il y a 10% de réduction en ce moment. Donc n'hésite pas à réserver ton offre de coaching pour que je puisse t'aider à automatiser tous tes process au quotidien. En attendant, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle masterclass.